change. We do it big, 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 big. We do it big, big. Big ol' facts, big ol' facts, big ol' facts, big ol' facts. Hey, big ol' rain, big ol' rain, big ol' change, big ol'. We do it big, 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 big. We do it big, big, big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays diffusé sur la télé de Rogers. Gavino Defalco avec Jeremy Filosa. Big ol' fix, big ol' fix. J'adore ça, notre tune de départ. Jérémy Filosa, comment vas-tu? T'as-tu passé une belle semaine des Blue Jays de Toronto? Des hauts et des bas, comme les Blue Jays. Soit dit en passant, on salue tous nos nouveaux auditeurs à la télé de Rogers dans les Maritimes qui se joignent officiellement à nous cette semaine pour le podcast des Blue Jays. Bienvenue à bord. Alors, écoute, une semaine, comme j'ai dit, avec des hauts et des bas. On va en 5 parler. victoires, 2 défaites, quand même, en 7 matchs. Je veux Oui. dire, la dernière fois, là, le dernier show, c'était pas le fun. Là, je l'ai réécouté. Le Blue Jays jouait du très mauvais baseball. 4 matchs en bas de 500. On va regarder le classement dans quelques instants. Mais on peut pas se plaindre. Là. 5-2, t'as balayé la série contre les Mariners. Et ça a été difficile contre les Rays de Tampa Bay. Donc, toi, c'est le verre à moitié vide, si je comprends bien. Là. C'est du moitié-moitié. Écoute, je me souviens que l'année passée, à ce stade-ci de l'année, Gavino, je sais pas si tu t'en souviens, mais les Blue Jays étaient pas mal au même endroit. Ouais. À 500, mais jamais capables de passer par-dessus la barre psychologique de 500. On tombait toujours un match derrière, 2 matchs derrière. Et finalement, souviens-toi, les Blue Jays n'ont plus jamais été capables de retrouver la barre de 500 après le mois de mai. Alors, on se demande, est-ce que c'est la même chose cette saison? Ils sont tantôt bons, tantôt mauvais, mais là, on dirait qu'on trouve de nouvelles façons d'échapper des matchs alors qu'il y avait certaines valeurs sûres en début de saison qui ne sont plus des valeurs sûres. Alors voilà, on va faire le tour de la question dans l'émission d'aujourd'hui. Il y a eu au moins des coups de circuit du côté des Jays de Toronto cette semaine. T'sais, depuis le début de la saison, on se disait, coudonc, comment ça se fait qu'on ne frappe pas des coups de circuit? On va notamment regarder un coup de circuit de Dalton Varsho un peu plus tôt cette semaine. On regarde. And he hits it high in the air, down the right field line, gone! A pretty good matchup indeed. Loin dans la droite. Coudon, c'était-tu José Canseco, bâton? 5e balcon du côté de Dalton Varsho. Tire la balle le long de la ligne. Aïe aïe! Ah non, elle était loin, elle était très, très loin. Puis, écoute, on prévoyait pas parler de Dalton Varsho dans l'émission d'aujourd'hui, mais il faut que je te parle de ça. Parce que reculons un peu la cassette au camp d'entraînement, ressortons les podcasts des Blue Jays. Qui était le frappeur le plus hot des Blue Jays au camp d'entraînement? Dalton Varsho, souviens-toi, il avait mené l'équipe avec 4 circuits. Et, on se posait la question, on fait quoi avec Varsho et tout ça, son épaule. Il y avait encore de la rééducation à faire. Il n'était pas capable de jouer aux chansons. Mais écoute, Gavino, il reprend là où il l'a laissé au camp d'entraînement. Et la question que je me pose aujourd'hui, si on avait décidé de garder Varsho avec l'équipe en début de saison uniquement comme frappeur de choix, c'est vrai. Où seraient les Blue Jays aujourd'hui? Parce écoute, que c'est une bonne question. Il y a 5 coups de circuit depuis le début de l'année en 40 présences au bâton. Là. Ben oui. Donc, il voit la balle, écoute, gros comme un ballon de plage. Et on peut pas dire que du côté des nettoyeurs des Blue Jays, on fait peur à bien du monde. T'sais, on va parler de Santander dans quelques instants. Mais, tu sais, Varsho mérite une audition, selon moi, au 4e rang. T'es rendu là, parce que, écoute... tant aussi longtemps que Vladimir, il retrouve pas son swing des beaux jours et que Santander, en arrache au 3e rang, t'as pas le choix, là. Faut que tu bouges un petit peu les choses. Oui, ça va mieux, mais ça veut pas dire que tous les problèmes des Blue Jays sont réglés, là. Heureusement que le bas de la formation a fait le travail cette semaine et on va justement regarder un circuit très important de Alejandro Kirk cette semaine. On regarde. And the 0-2 pitch, and Kirk hits it high and deep to center. It is gone! Gros circuit de 3 points de Alejandro Kirk. Je sais que tu l'aimes pas, là.
Mais je regarde les chiffres, 2,83 de moyenne pour notre ami Alejandro Kirk avec 3 coups de circuit, 16 points produits et surtout son jeu en défensive. Écoute, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui volent des buts contre les Blue Jays. Écoute, moi je peux te dire, Alejandro Kirk, présentement, joue du très bon baseball pour les Blue Jays. Oui. Ben oui, écoute, présentement, c'est exactement ça. Je dois lui lever mon chapeau parce que depuis 2 semaines ou à peu près, il est extraordinaire. Le circuit que vous venez de voir, là, pour un frappeur droitier, de frapper une balle au champ centre opposé à plus de 400 pieds du marbre, pour un joueur qui n'a pas, disons, le physique d'un gars, par exemple, comme Barger ou quoi que ce soit, c'est assez impressionnant, merci. Tu viens de le mentionner, Alejandro Kirk, 2,83. On a vu des gars qui ont mis la main à la pâte de façon significative. Clement aussi, on va en parler un peu plus tard durant l'émission. Des gars comme Nathan Lukes, des gars comme Miles Straw qui vont chercher des coups sûrs importants, qui volent des buts, qui manufacturent des points. Tous ces gars-là contribuent au fait que l'attaque présentement s'est réveillée pour les Blue Jays. Mais même Addison Barger, faut pas que tu l'oublies, là. Je veux dire, il y a eu une belle audition, à Seattle, il vient de là, il a frappé la balle d'aplomb, un coup de circuit, un autre coup de circuit cette semaine. Sa moyenne monte lentement mais sûrement vers 2,31. Son jeu en défensive, excellent, là. Je veux dire, tu le laisses là au 3e but. As-tu vu le bras de Addison Barger? Incroyable. Écoute, un roulant, une flèche, c'est un retrait automatique, on dirait. Mais un jour, je te dis, il va gagner un gant d'or, ce joueur-là. Il est tellement dominant défensivement pour moi, Barger. Écoute, il y a eu un roulant à un moment donné frappé cette semaine en sa direction et je crois que c'est Buck Martinez qui dit « Ah, ça va prendre un relais puissant pour retirer le frappeur, le coureur. » Finalement, écoute, il te lance un missile. Au premier, le gars est retiré par 3 pas facile. Facile. Écoute, je me souviens pas d'avoir vu un bras canon comme ça. Au 3e but, tu sais, non seulement son exit velo quand il frappe est au-dessus de la moyenne, on en a déjà parlé, 110, 111, 112, jusqu'à 116 000 à l'heure, mais il est capable de lancer des balles à 96, 97 000 à l'heure, que ce soit du champ droit ou du 3e but. Mais là, moi, je ne veux plus qu'il bouge de là. Non, écoute, il est en confiance. Puis oublie pas, tu sais, il avait connu un très bon camp d'entraînement. Addison Barger, à un moment donné, il n'y avait pas de place. On l'avait relégué, on l'avait redescendu au 3A. Mais là, je veux dire. Il n'a pas perdu sa place parce qu'il n'avait pas fait le travail. Il a perdu sa place à cause d'un concours de circonstances. Là, tu le fais frapper où dans l'alignement? Je veux dire, tu sais, Springer, 4e, Barger, 5e. Est-ce que t'aimes ça? Ou Dalton Varsho également, sur une base régulière. Tu sais, t'as toujours pas de 2e frappeur avec les Blue Jays. Je sais que Vladimir, il frappe pour la moyenne, frappe pour 294, mais c'est pas des coups de circuit à 500 pieds du marbre comme on est habitué. Là. Il a frappé un coup de circuit cette semaine, mais je veux dire, il n'y a pas de protection dans l'alignement à cause de Anthony Santander. Parle-moi un petit peu de Vladimir, là, qui lui aussi, là, pas se cherche, mais on a hâte qu'il frappe des coups de circuit de 3 points, lui aussi. Là. Lorsqu'on va avoir quelqu'un pour frapper derrière lui, peut-être qu'il va obtenir de meilleurs tirs et peut-être qu'il va commencer à frapper plus de circuits. Il en a frappé un cette semaine. Mais Gavino, si tu as regardé le match numéro 3 de la série contre les Rays, je veux dire, c'est clair, net et précis. Ça frappe aux yeux à quel point les lanceurs ne veulent rien savoir de le défier. On lui donne des tirs à l'extérieur de la zone des prix. Je suis content que Vladimir ne s'élance pas sur ces tirs-là. Au moins, il prend ses buts sur balle. Mais dans le match numéro 3, là, OK? Contre les Rays. Parfait. On débute notre match. Bon, Gausman avait donné 2 points en début de première manche. Bichette, coup sûr. Vladimir, but sur balle. Arrive Santander, une chandelle au receveur. Merci, bonsoir. Les gars avancent pas. Plus tard dans le match, on a une chance de revenir dans la rencontre. En 8e manche, il y a un retrait. Les Blue Jays ont déjà marqué un point parce que le bas de l'alignement a fait le travail. Bichette embarque. Guerrero embarque. Qu'est-ce que Santander fait? Un roulant au lanceur. Non, mais là... non, mais il a frappé une fausse balle à 400 pieds du marbre également, là. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment il a fait ça parce que le tir était à 90 000 à l'heure à l'intérieur. Effectivement. Il l'a frappé en balle fausse. Mais ça pour dire que moi, là, mon seuil de patience, Gavino, là, c'est la mi-mai. C'est le quart de la saison. Là, tu es qui tu es. Et je pense que Schneider doit absolument le déloger du 3e rang parce qu'il est présentement, on va se le dire, une nuisance.
Il fait mal à cette équipe-là parce que les lanceurs savent qu'il est un retrait quasiment automatique après Vladimir et Bichette. Pour moi, là, Bichette et Guerrero, c'est tes valeurs sûres. Après ça, Gavino, je construis mon alignement avec qui est hot. Barger, t'es hot? Vas-y, tu vas frapper troisième. Barshow, t'es hot? Parfait, tu vas frapper quatrième. Kirk, t'es hot? Vas-y. Clement, t'es hot? Vas-y. Ouais. Moi, j'y vais avec les gars qui ont le bâton en feu parce que t'as pas d'autres valeurs sûres. Et Santander, présentement, tu ne l'aides pas parce que tu sors pas de la cuisine qui chauffe. Justement, alors, on va regarder les statistiques de Anthony Santander. Regardez ça, là. Aïe, 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 aïe. Mesdames, messieurs, oui, je demande l'attention de tout le monde. Anthony Santander. 187 de moyenne, 5 coups de circuit, 16 points produits et une moyenne de puissance de 582. Le voltigeur de droite, the right fielder, Anthony Santander. Ouais, c'est ça. Oh. C'est ça. C'est Anthony Santander. On peut dire, pour l'instant, au mois de mai, il y a un circuit 4 points produits. Je sais qu'il a manqué des matchs sur la côte ouest. Un circuit 4 points produits. Tout le monde dit que, écoute, il commence la saison tranquillement. J'ai hâte qu'il commence à frapper, là, parce que si on nous a promis 40 coups de circuit pour Anthony Santander, il y en a 4. Il y en a 4 depuis le début de l'année. Non, il y en a 5, je pense. Mais peu importe. Il est sur un pace de 20 pour cette saison. Mais on peut se dire, sans faire un mauvais jeu de mots, Gavino, qu'on Santander a pas mal plus que ça de notre ami Anthony. C'est une déception majeure au moment où on se parle. Et John Schneider, il gère pour sa job. Là. Il n'y a pas de contrat à la fin de l'année. Alors, la question que John Schneider doit se poser présentement, OK? Qu'est-ce qui fait plus suer la direction? Ne pas faire jouer Anthony Santander ou le faire descendre dans l'alignement parce que c'est une acquisition de Ross Atkins cet hiver ou une équipe qui perd des matchs. Alors, il doit se poser la question et il doit prendre des décisions en conséquence. On dit que la définition de la folie, c'est de répéter la même erreur et s'attendre à un résultat différent. Ben, le résultat, il est le même à tous les soirs. Alors là, John Schneider, mets tes culottes, attache ta ceinture, puis prends des décisions. Gère, maudite affaire. Les 3 derniers matchs d'Anthony Santander contre Tampa Bay, 0-4, 1-4, 0-4. Il a été 0-4, OK, 0-0-0-0, dans une défaite de 11-9. T'as trouvé le moyen d'avoir 0 tableau lorsque ton club a marqué 9 points. Je recule la cassette. Une passe gratuite à Vladimir pour affronter Anthony Santander la semaine dernière lorsque c'est ton 3e frappeur. Philo, il est signé jusqu'en 2030. Ben non, je sais. Jusqu'en 2030. Écoute, si un salaire d'environ 15 à 20 millions par année, là, Anthony Santander. Là. Aïe, aïe. 90 millions pour 5 ans. Ouais. Si ce gars-là ne se réveille pas, il va s'avérer un énorme boulet. Et au moment où on se parle, Gavino, là, c'est prise de décision mauvaise. Il s'élance ses mauvais tirs. Les foutus tirs à l'intérieur qu'il n'est pas capable de rattraper. En tout cas, il en a frappé une hier fausse balle, mais mauvaise décision sur les lancers sur lesquels il s'élance. Son positionnement, encore une fois, il ressemble un peu à Bichette de l'année passée. Combien de fois il s'élance, il finit son élan avec un genou au sol? Mais justement, comment ça se fait? T'en souviens-tu l'année passée, George Springer, premier frappeur, on lui avait donné toutes les chances au monde de se faire valoir, frappait pour 200, 210, et John Schneider l'a laissé là, je pense, jusqu'au mois d'août. C'est-à-dire, on va-tu attendre, nous autres aussi, jusqu'au mois d'août qu'Anthony... écoute, aujourd'hui, c'est la bonne journée. Aujourd'hui, c'est la bonne journée. Aujourd'hui, c'est la bonne journée. C'est pas la bonne journée. Débarque-moi ça au 7e, 8e rang présentement parce que t'as des gars comme Nathan Lucas. Je répète, Nathan Lucas qui sont plus hot que Anthony Santander. Aïe aïe! Gavino, vas-y avec les gars qui t'en donnent. Ceux qui t'en donnent pas, je regrette, là. Mais moi, je suis John Schneider, sais-tu quoi? Je vais vivre, puis je vais mourir avec les gars qui produisent. Ceux qui produisent pas, je suis désolé,
mais regarde, tu perds ta place. Bon, en parlant de d'autres gars qui produisent pas, mais sont sur la liste des blessés, qui sont supposés revenir bientôt, Andrés Jiménez, lui aussi il coûte cher, un joueur de deuxième but, blessé au quadriceps, devrait revenir là, en fin de semaine dans le coin du 17 mai. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il revient? Je veux dire, tu sais, je pense que, les Blue Jays font beaucoup d'espoir sur lui, mais lui également, là, se cherche au bâton. Je vais trouver ses statistiques dans quelques instants, là. Il frappe 195. 195. Tu peux pas en avoir trop des 195, tandis que Ernie Clement, depuis qu'on l'a déplacé au deuxième but sur une base régulière, écoute, c'est environ 275 de moyenne pour notre ami Ernie. Barger au troisième but. T'as pas d'affaire à ramener Andrés Jiménez présentement dans ton alignement. Là. Pas d'affaire. Tout à fait d'accord avec toi, Gavino. Tu sais, on dit dans le monde du sport, puis même dans le baseball, tu perds pas ta job à cause d'une blessure. Mais pour moi, Jiménez, il a pas perdu son poste à cause de sa blessure. Il a perdu son poste parce qu'il frappe pas. Il aide pas cette équipe-là. Et au moment où on se parle, Gavino, je suis désolé, là, mais Clement, tu l'enlèves pas de là. Barger, au troisième, je l'enlève pas de là. Moi, je suis très, très, très à l'aise avec le Diamond qu'on a présentement. Guerrero, Clement, Bichette et Barger. Moi, je touche pas à ça. Présentement, ça fonctionne. L'équipe a recommencé à marquer des points. Les gars font le travail défensivement. J'ai aucun problème. Alors, je suis désolé pour Jiménez, mais encore une fois, une autre boîte de Pandore pour notre ami John Schneider, parce que c'est les deux acquisitions principales de l'organisation, offensivement parlant, qui ne t'en donnent pas. Et présentement, tu vas faire quoi? Tu vas les remettre dans l'alignement pour commencer à perdre? Pour commencer à terminer des matchs avec 2 puis 3 coups sûrs puis 1 point au tableau? Come on! Surtout que t'as des clients difficiles là, qui s'en viennent. T'as les Tigers de Détroit et ensuite les Padres de San Diego, Linda, met la cassette. Non, mais pour vrai, là, Jiménez est sur le point de revenir. Moi, comme tu dis, je touche pas à ça. T'as marqué des 11 points, t'as marqué des 9 points dernièrement, t'as marqué des 7-8 points. Pourquoi tu changerais une formule comme ça? Sauf que les lanceurs, il va falloir qu'ils se replacent, le philo, là. Ouais. Parce que la balle voyage en temps au Rogers Center. Des fois, c'est pas pour les Blue Jays d'accordé une tonne de circuits aux Rays en fin de, justement, cette semaine. Écoute, Kevin Gausman s'est fait frapper. José Berrios et Bowden Francis, c'est un des sont dans les meneurs là, pour les lanceurs ayant accordé le plus de coups de circuit depuis le début de l'année. Je pense que les Blue Jays en ont accordé, 62 de mémoire. Aucun lancé à l'intérieur, encore une fois. J'ai regardé ça attentivement cette semaine. Comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai hâte qu'un lanceur à un moment donné stanne et lance et haut à l'intérieur et repousse un frappeur parce qu'on se fait pas respecter du côté des lanceurs des Blue Jays. On avait dit que les Blue Jays, leur force, c'était les lanceurs partants. Pour l'instant, là, je regarde ça, on se fait frapper et la moyenne de points mérités de l'équipe est 23e dans les majeurs à 4,40. T'en souviens-tu, au début de l'année, c'était 3,20, 3,30. On disait, bon, ça frappe pas, au moins on lance. Là, les lanceurs, là, ils ont de la misère à se rendre en 6e manche parce que on fait pas le travail. On fait pas le travail du côté des lanceurs partants, Philo. Ouais. Il y en a un vraiment qui ressort du lot, c'est Chris Bassett, qui trouve toujours une façon de s'en sortir. Mais pour les autres, tu as raison, tu sais, comme Berrios, par exemple, et Francis, quand on fait des erreurs, ben c'est des balles qu'on laisse en plein cœur du marbre. C'est pas des tirs qui sont sur les coins ou sur les limites de la zone des prises. Alors, les frappeurs du baseball majeur ne ratent pas leur chance. Écoute, cette nuit, là, il a fallu que je me mette du icy cold sur mon cou, c'est vrai. Parce que durant la nuit, j'ai comme... Comment ça se fait que j'ai mal dans le cou comme ça? Ben, c'est à force de regarder les frappeurs des équipes adverses frapper des balles dans ma TV. Bing! 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 Et l'autre bord de la clôture, j'ai un torticolis, maudite affaire. Il a fallu que je me lève dans la nuit puis je mette du icy cold sur mon cou. C'est pas des farces parce que la balle part tellement rapidement et elle se retrouve tellement loin que j'en fais un torticolis. En parlant de lanceurs qui vont pas bien, Jeff Hoffman. Ouais, Jeff Hoffman, il en arrache. Par contre, tu sais, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce qui explique ça? Je veux dire que Jeff Hoffman n'avait, jamais été dans ce rôle de pompier avant cette année. Ouais. Il a connu un mois d'avril incroyable. On a fait des émissions, on disait tabarouette, la transaction de l'année. Romano, congédié, ou on l'échange. On va chercher Jeff Hoffman. Et ça s'est gâté. Ça s'est gâté sur la côte ouest. Contre les Angels de Los Angeles, justement, il s'est fait frapper. Il s'est fait frapper également cette semaine contre les Rays de Tampa Bay. 3 sabotages en 8 tours. Arrive à domicile, tu as une avance de 7-6 et là, il accorde
5 points contre les Rays de Tampa Bay, dont un grand chelem. C'est lequel, Jeff Hoffman, que les Blue Jays ont acquis l'hiver dernier? Celui qui est dominant et qu'on ferme les livres, 3 frappeurs, 3 strikeouts, ou celui qui s'est fait frapper dans les 10 derniers jours, dont tu l'as dit, là, 3 sabotages? Aïe aïe. Oui. Ben, écoute, moi, il y a des choses que je comprends pas dans le cas de Hoffman, parce qu'en début de saison, il ne se gênait pas de défier les frappeurs. Là, on a vu dans le match de lundi, par exemple, tu affrontes le 8e frappeur dans l'alignement des Rays, OK? Ouais. Et là, tu sors tes balles à effet. Et là, tu sors ta split finger. Mais là, écoute, Jeff, c'est parce que les gars qui frappent 8e là, dans l'alignement adverse, il y a une raison pourquoi ils frappent 8e. Tabarouette, tu es capable de pousser des balles rapides à 98 000 à l'heure. Pourquoi tu lui lances des balles à effet? Lance ta rapide, puis dis-y, monsieur le frappeur numéro 8, si tu es capable de la rattraper, ma balle rapide, ben vas-y, bonne chance, parce que 9 fois sur 10, la balle va se retrouver dans la mitaine du receveur et merci, bonsoir, le frappeur va aller se rasseoir. Mauvais choix de tir dans le cas de Hoffman. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui le dérange dans son épaule? On dit que non, on dit que la santé va bien. Soit dit en passant, j'ai parlé à un dirigeant d'une équipe du baseball majeur cette semaine. J'ai placé un appel téléphonique. Non, il ne travaille pas pour les Orioles. Non, il ne travaille pas pour les Braves. Mais le mot qui s'est passé dans le baseball, Gavino, c'est que les fameux tests là, qu'il a échoué avec les Orioles et les Braves, ben, les tests démontraient que son épaule n'était pas aussi solide qu'on pensait. Alors, peut-être que le début de saison et l'adrénaline l'a amené à pousser des balles de feu à 98 000 à l'heure et vraiment défier et s'en sortir très, très, très bien. Est-ce que là, il commence à sentir quelque chose dans l'épaule? Je ne le sais pas. Mais le choix de tir n'est pas bon. Là. Ils sont pas bons. T'avais pas d'affaire à donner un but sur balle. Ce qui a ouvert la porte là, aux Rays de Tampa Bay, ensuite, ça a été le court et frappe de Danny Jansen. Et on connaît, bon, la suite, là, Tampa Bay a marqué 5 points dans cette manche-là. Mais défie le frappeur. Exact. T'as pas le luxe de lui donner une passe gratuite. Tu mènes par un point, défie-le, il va se retirer tout seul. Tu lances des balles de feu à 97-98. Et là, la question... Est-ce que tu changes justement de releveur numéro 1 pour terminer les matchs ou ça va être un comité? Là? Si les deux lanceurs sont en santé, je parle de Yimi Garcia et de Jeff Hoffman, tu fais appel à qui si t'es John Schneider en 30 secondes? Ben, je pense que tu n'as pas le choix occasionnellement d'y aller avec Jimmy Schneider puis laisse le meilleur l'emporter, comme j'ai dit tout à l'heure pour les frappeurs. Alors, Jimmy, présentement, fait le travail, quoique il s'est accroché dans ses lacets, lui aussi, une couple de fois la semaine passée, mais c'est pas grave. Dans le match numéro 2, il a été capable de fermer le match et aller chercher cette victoire de 3-1 sur le circuit d'Alejandro Kirk. Alors, Jimmy Garcia fait le travail. Attention aussi à notre cher ami... Fluarte. Non, pas Fluarte. Chad Green. Non, oui, Yariel Rodriguez. Il va bien, il va bien. Exact. Alors, pour moi, Yariel Rodriguez, là, c'est devenu le 3e dans l'échiquier parce que il est excellent. Moi, je pense que Gavino, on se gratte peu à la tête, là. On le sait, c'est quoi, là? Yariel Rodriguez, s'il lance une manche, OK, il est capable d'aller là puis de la pousser à 96-97. Quand j'y avais parlé au camp d'entraînement, il m'avait dit « Je travaille sur ma balle rapide ». C'est pas réaliste de penser qu'Ariel Rodriguez peut pousser des balles de feu comme ça s'il est partant et doit lancer 5, 6 ou 7 manches. Mais sur une manche, il fait le travail. Alors, je pense qu'on vient de trouver sa chaise. Enfin! On a une question du public, justement. Né pour un petit pain. Mentionne, aura-t-on droit à 6 mois de performance en montagne russe pour finir à 500 ou cette équipe trouvera-t-elle une constance qui lui permettra de se qualifier pour les séries d'après-saison? Le classement pour l'instant, c'est 21 victoires, 22 défaites. Heureusement que dans l'Est, tout le monde est médiocre, sauf les Yankees, 25 et 18. La porte est ouverte peut-être pour une poussée pour les Blue Jays. Mais, il va falloir avoir une séquence comme les Twins du Minnesota, c'est-à-dire 11 victoires de suite pour justement là, avoir un push, comme on dit, pour une participation aux séries, le Philo. Moi, je pense que John Schneider a les éléments présentement pour faire une run, OK? Parce que les éléments secondaires ont prouvé qu'ils sont capables de faire le travail. Tout va dépendre des décisions du gérant John Schneider qui, pour moi, respecte trop les vétérans, respecte trop les gars qui ont signé de gros contrats. Vas-y avec tes meilleurs, puis moi, je pense que tu vas avoir du succès. Regarde, là, on a vu, là, durant la séquence là, où Jiménez et Santander étaient blessés, on a collé 4 victoires consécutivement. C'est vrai. Alors, si c'est le cas, là,
et tu es capable de mettre tes culottes et prendre ces décisions-là, moi, je pense que les Blue Jays vont être corrects. Si tu t'entêtes à continuer à donner à ces gars-là des apparitions au bâton et dans des places cruciales dans ton alignement, ben tu vas t'engouffrer, puis ça va être merci, bonsoir, à l'année prochaine. Il reste 3 minutes à l'émission. La suspension de Pete Rose et de Shoeless Joe Jackson est terminée. C'est ce qu'a annoncé là, Rob Manfred cette semaine, peut-être avec l'aide et les conseils de Donald Trump. Écoute, Philo, bonne chose pour le baseball. Il était temps. Le problème, c'est que Pete Rose, il est mort. Il est mort. T'sais, on a attendu bien trop longtemps dans ce dossier-là, selon moi. Là. Tu sais, Gavino, à un moment donné, je comprends, là, il a parié sur le baseball et tout ça. Il a fait une erreur. Il n'aurait pas dû faire ça. J'ai lu le livre de Pete Rose. Pete Rose avait des problèmes de jeu, malheureusement. Mais tabarouette, Gavino, il y a des meurtriers qui sont sortis de prison avant ça, Colin. Tu sais, je veux dire, non, mais il n'a pas tué personne. Vraiment, là, on a... Mais n'oublie pas, rule number 1 au baseball. Là. Rule number 1. Pas 2, pas 3, 1. Do not bet on baseball. Do not bet on baseball. Ça, c'est vieux comme... On va faire une autre comparaison. Là. C'est parce que là t'es bet 99 puis t'es bet 360 puis sont affichés partout dans le stade, partout, à toutes les publicités. On incite les gens à jouer. Puis après ça, on veut que les gars ne tombent pas dans le panneau du vice. On le sait, le jeu, c'est un vice. Je pense que, Gavino, j'ai pas besoin de faire un dessin et de t'expliquer ça. Alors, tu sais, c'est comme dire, ben là, on n'aimerait pas qu'il y ait des fusillades, mais on vous fournit des guns. Tu sais, je veux dire, regarde, soyons conséquents. Je trouve ça vraiment plate qu'on ait attendu le décès de Pete Rose pour lever cette suspension-là. Mais c'est clair que Pete Rose va rentrer au temple de la renommée dans les prochaines années parce que il est sans l'ombre d'un doute et on pourrait en discuter probablement dans les top 5 meilleurs joueurs offensifs de l'histoire du baseball majeur. En tout cas, c'est le meilleur frappeur de coup sûr de tous les temps. Alors, si on se fie juste à ça, il va rentrer les yeux fermés. On va se faire plaisir. Le 4 millième coup sûr de Pete Rose. Couple of veterans going at each other here. Rose driving the ball to right field. Extra base hit. There it is. He's on his way to second. And Pete Rose takes another big step toward baseball immortality. Well, there it is, and the ball is being presented to Pete by Ivan De Jesus. Avec les Expos de Montréal, Philo, 4 millième coup sûr de Pete Rose en 1983 en 20 secondes. On aura toujours ça. Il a frappé son 4 millième coup sûr dans l'uniforme des Expos. Ichiro Suzuki est passé proche, mais il en a frappé beaucoup au Japon, malheureusement. Charlie Hustle, tu veux un gars sur le terrain qui va tout te donner à toutes les présences sans arrêt. C'était Pete Rose. On surveille quoi cette semaine chez les Jays de Toronto contre les Padres et les Tigers en fin de semaine à Toronto? Là. Les Tigers puis les Padres. Et il y aura plusieurs matchs en après-midi, samedi, dimanche, mercredi aussi, ou mercredi ou jeudi contre les Padres. On vérifie tout ça, mais à une prochaine. Voilà ce qui complète le reportage d'aujourd'hui au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalco qui vous dit bon baseball et à la semaine prochaine au podcast des Blue Jays. Bye bye tout le monde. Salut.